Donc, trêve de bavardage. Ce qui m'intéresse, c'était donc d'abord de vous saluer, vous mettre dans l'ambiance qui convient, c'est-à-dire attention les neurones, et vous préciser avant tout que si vous souhaitez suivre absolument tout ce qui est dit, compte tenu de la vitesse et de la densité, je pense qu'il va falloir en cours de route faire comme hier une personne l'a fait, une séance de yoga authentique, ou trouver des pilules pour que les neurones se réparent très rapidement. Je rappelle qu'ici on ne fume pas, et je dis encore, de toute façon ce n'est pas nous qui fumons les cigarettes, ce sont les cigarettes qui nous fument, quand elles ne nous grillent pas. Et par ailleurs, s'il vous plaît, pensez à éteindre les émanations sonores de votre téléphone portable. Merci. Donc, dans le prolongement de la révélation des pyramides, ce fameux film, et dans la série des énigmes et des hommes, moi-même, évidemment, et surtout l'association que je préside, l'association fédérative de recherche libre, la Nouvelle Atlantide, nous vous présentons de la Grande Pyramide de Gizeh au jeu de cartes des tarots, avec ce sous-titre important, ou « Comment le savoir des anciens nous fut transmis ». Comme d'habitude, je vous conseille d'être extrêmement attentif et critique à l'égard de ce que vous verrez entendre. Normalement, ça devrait bien se passer. Pour bien apprécier ce travail, il convient de se positionner d'après un mot utilisé en philosophie, mais je ne sais pas si vous connaissez ce mot, effectique. Qui connaît ce mot, s'il vous plaît? Voilà. Il faut dire que ce mot a déserté les dictionnaires de philosophie et l'enseignement de la philosophie depuis à peu près la Révolution française. Or, c'est très dommage puisqu'il désigne une personne qui suspend son jugement, qui n'offre pas de conclusion à une situation pour deux raisons principales. Manque de faits d'un côté ou manque d'éléments de cohérence pour conclure de l'autre. Donc c'est ce que je vous invite à devenir, des personnes effectiques. Et pour simplifier mon exposé, je dirais comme Coluche, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Et voilà. Cette chose dite, on se rappellera qu'Anaximandre dit « Ô homme, ne te cache pas la réalité ou la vérité, elles seront toujours là ». Pour conclure cette introduction, ces préventions, pour accueillir les retardataires s'il y en a, quelques phrases de M. Michel de Montaigne. « Je vois ordinairement que les hommes, au fait qu'on leur propose, s'amusent plus volontiers à en chercher la raison qu'à en chercher la vérité. Ils laissent là les choses et s'amusent à traiter des causes. C'est une hardiesse dangereuse et de conséquence de mépriser ce que nous ne comprenons pas. Pour vous, pour tout le monde, normalement, on devrait pouvoir observer méthodiquement, étudier systématiquement et analyser sans limite ni tabou pour combattre au minimum les idées reçues. C'est pourquoi cette image va plaire aux personnes qui ont vu ce film et ça va leur rappeler une ambiance particulière qu'on appelle dogmatique. C'est-à-dire à la proposition que j'ai faite dans cette affiche, quoi étudier le jeu des tarots et la comparer à la Grande Pyramide, c'est totalement exclu. Voilà, on est bien dans l'ambiance. Avant d'aller plus loin, je rappelle qu'il convient de savoir que chez les anciens, tous les objets et tous les mots, quels qu'ils soient, sont sous la tutelle du dieu Djehotitot, l'égyptien, Hermès, le grec, et Mercure, le latin. Donc on va se tourner d'abord vers ce personnage, tutélaire des sciences, de l'écriture, enfin tout ce qui est expression et savoir, pour rappeler que dans l'ouvrage Corps et Cosmos, la Vierge universelle,
on rapporte les paroles d'Hermès, le plus grand de tous les sages. C'est l'occasion de rappeler que lorsqu'on voit Trismégiste, ça ne veut pas dire 3 fois grand comme on le prétend. C'est parce que chez les Égyptiens, lorsqu'il y a 3 traits superposés, comme chez les Chinois et les Mexicains, c'est un superlatif absolu. Donc c'est le plus grand de tous les sages et non pas le 3 fois grand. Et donc on disait ceci de lui à cette époque, c'est-à-dire environ un siècle et demi après le début de notre ère, qui sont en fait des renvois mémoriels constants. Il vit l'unité des choses, et l'ayant vu, il comprit. Et ce qu'il comprit, il le grava. Mais ce qu'il grava, il le cacha, de telle sorte que toutes les générations qui viendraient après doivent le déchiffrer. Je me suis permis de faire quelques sauts dans ce jeu de tarot, simplement parce que l'éloignement entre les grandes pyramides et le jeu de tarot fait qu'il y a une marche très considérable, mais qui se comble très aisément et de manière assez amusante. En fait, au milieu de cet exposé, il y a cette question. Y a-t-il ou quelles peuvent être les relations entre grandes pyramides de Gizeh et jeu de tarot? J'ai commencé pour vous dire que cet édifice est purement géométrique. Il n'est composé que de droite, exclusivement de droite. Et dans la pensée des anciens, ce qui est droit rectiligne, c'est masculin et stérile. En revanche, l'image que vous avez à droite, ce qu'on appelle un atout, un arcane, un triomphe ou encore une lame, eh bien, c'est un personnage, lui, est composé de courbes, de couleurs, etc. Donc on voit la polarité petit à petit s'installer, notamment par le fait qu'au sommet de cette carte, il y a un nombre et en bas de cette carte, des mots. Le battleur. Mais ce que vous ne voyez pas, parce que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'observation, c'est la flèche horizontale noire qui relie en réalité la zone de la Grande Pyramide et son intérieur où se situe la chambre haute toute de granit, là où on trouve un coffre, et relie à la droite, chez le personnage, sa main, c'est-à-dire l'intermédiaire entre la pensée et la matière, tient une chose ronde. Ça peut être une chose sphérique, ça peut être un bâton vu dans sa tranche, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est la polarité. D'un côté, un parallélépipède rectangle exclusivement composé de droite, et de l'autre, un cercle. Donc cette polarité, il va falloir que vous appreniez à la voir, à la percevoir au fur et à mesure, parce que c'est ainsi que les anciens ont procédé. On va remettre tout cela dans le contexte ancien, justement. Les sciences de l'ancien monde étaient toutes orientées, non pas vers le confort du corps et l'illusoire domination sur la nature ou d'autres êtres, mais vers l'amélioration de l'individu le plus complexe et le plus prometteur, et parfois dangereux, de notre partie d'univers, l'homme. Elles ont été transmises selon des procédés spécifiques extrêmement ingénieux, qui en ouvrent et ferment l'accès. Parce que ces disciplines ne devaient être accessibles qu'aux individus manifestant la vertu dans tous les secteurs de leur existence. En revanche, celles et ceux dont l'intelligence mal dirigée tentait d'imiter la dite vertu étaient invariablement et impitoyablement repoussés et bannis. Immédiatement, l'horizon politique se trouve assaini. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc, revenons à ce jeu. Parmi ces procédés, le jeu était particulièrement apprécié. Il permet de joindre l'utile à l'agréable, confie les biens du savoir le plus précieux à la multitude des ignorants, qui font voyager ce jeu dans toutes les parties du monde, à toutes les époques, sans attirer l'attention sur celui-ci, et offre enfin un éventail de connaissances très utiles à tous, à tout moment, si toutefois on parvient 1. À identifier qu'il est un support de connaissances, 2. À lire dans quel langage il a été confié à la multitude, et 3, à comprendre à quoi il sert vraiment. C'est ce que nous allons découvrir. On va remettre le jeu de tarot dans son contexte culturel. On prétend que ce jeu a une génération occulte. Donc l'usage du jeu des tarots est rattaché à la tradition occulte, et c'est probablement pour cela que les scientistes lui refusent le statut de produit culturel à étudier. En réalité, le scientifique vrai, il doit étudier les productions de la nature et des hommes sans souci des aspects ou des idées qu'il pourrait en avoir. Donc cependant, et malgré cette dénomination, ce jeu n'a rien de commun avec l'occultisme, cette philosophie ou doctrine qui s'érigea en réaction au matérialisme et au machinisme effréné du début du XXe siècle, sinon et seulement l'étymologie du mot latin occultus qui signifie simplement caché. Cette appellation donnée aux sciences traditionnelles par les hermétistes, c'est-à-dire les savants d'avant l'écriture, et à qui l'on doit ce qu'on appelle
les sites de l'équateur penché. Vous référerez les personnes qui n'ont jamais entendu cette expression au film La Révélation des pyramides. Donc ce sont ça, les hermétistes, des gens qui gardaient le silence plutôt que déposer leurs connaissances et en bavarder. Et donc les hermétistes ont proposé cette dénomination, elle fut récupérée par les occultistes ignorants, et cette dénomination n'était aucunement anodine, mais a toujours eu pour but de transmettre des informations sur l'authentique nature de ce savoir. Alors là, ça commence, un petit peu littérairement, mais rassurez-vous, il va y avoir des images bientôt. Ainsi, le véritable contenu du mot occulte peut-il être saisi par la lecture dite kabbalistique, que j'expliquerai plus loin, typique des hermétistes, et il sera ainsi déchiffré. Vous voyez là-bas, O, c'est culte, c'est-à-dire culte du soleil et de la lune, parce que le O, c'est la figuration moderne d'un cercle pointé qui est l'hiéroglyphe égyptien et d'autres pays anciennement du soleil. Mais du soleil quand on parle du ciel. Pour ce qui concerne la terre, ce sera le glyphe de l'or, et ce qui concerne l'homme, ce sera le cœur. Et on voit que la stratification impose un contexte, et c'est ce contexte qu'il faut découvrir pour interpréter correctement tout ce que les anciens ont laissé. Alors pour le soleil, c'est cela, mais pour la lune, ce ménisque-là, c'est pour le ciel, notre satellite, la lune. Pour la terre, c'est le métal argent, et pour l'homme, c'est le cerveau ou parfois l'estomac, parfois les deux. Donc on voit que l'on renvoie avec un même signe à divers contextes, et c'est peut-être ça la première des difficultés. Pour traduire mieux encore, on peut dire qu'il s'agit de culture relative au visible et à l'invisible, dans le sens où le soleil éclaire la lune et non pas l'inverse, donc la lune resterait invisible s'il n'y avait pas le rayonnement solaire. C'est également la science du fini et de l'infini, ou encore la science de la séparation et de l'union, plus savant encore et en latin, la science du solve et coagula, dissout et coagule. Bref, c'est la science de la polarité, qui constitue le véritable héritage de la science des anciens, au moins les bases, parce que base se dit Hermès en grec. Et cette science des anciens, personne n'est autorisé à la modifier, à la corrompre ou à s'en approprier les contenus pour quelque raison que ce soit. C'est votre héritage, en même temps que le mien, donc il faut le défendre. À ce sujet, je ferai une parenthèse. Je suppose que vous avez remarqué qu'on tord l'histoire dans tous les sens. On se la modifie à loisir pour des raisons politiques. Là encore, il faut rester très vigilant parce que ces choses-là se passent sous notre nez, sans qu'on en soit prévenu, et pour des raisons vraiment inavouables et positivement tordues. Donc je ne vais pas insister, mais je pense que vous avez perçu cela. C'est pourquoi il est bon de s'intéresser à cette culture, parce qu'elle, on ne peut pas vraiment la modifier. Alors, il convient également d'insister sur le fait que ces savoirs ne sont pas cachés pour entretenir une volonté de secret, mais le sont par nature et dans la nature. Ils ne peuvent par conséquent qu'être révélés ou transmis directement d'un homme à d'autres personnes, c'est ce que je suis en train de faire. Par ailleurs, la durée de l'existence d'un individu, quel qu'il soit, et même exceptionnellement longue, n'aurait jamais suffi pour découvrir quoi que ce soit dans ces domaines, quand bien même cet homme aurait possédé un don d'observation hors norme, ainsi qu'une intuition, une intelligence et des moyens culturels, matériels et techniques supérieurs. L'hermétisme vit à découvert et s'adresse à tous, mais il est très bien fermé. Maintenant, enfin, une image qui montre que c'est un jeu et conséquemment ça a une vie sociale, on se détend, on se connaît mieux. Et en réalité, on joue le jeu de la société humaine, mais sans les conséquences, sans les perspectives, il ne reste que les attraits de la rencontre, etc. Ça, c'est la partie corporelle d'un jeu pour les anciens. La partie animique, c'est peut-être la plus connue, peut-être la plus décriée, c'est la possibilité de vaticiner avec ce jeu dont on interprète les figures. Mais ça, c'est un art, ça n'est pas une science. En conséquent, on ne voit pas pourquoi les scientifiques se mêleraient de ces choses qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils critiquent a priori. Donc, on verra ces choses-là que j'expliquerai beaucoup plus tard dans la suite des événements culturels que je prétends apporter. Et vous verrez donc que c'est un support de grande qualité, particulièrement attractif et utile. Il faut dire par ailleurs que je ne suis pas le premier à exposer ces choses-là. Il y a eu avant moi, notamment l'abbé Alphonse-Louis Constant, plus connu sous son nom d'Eliphas Lévy, donc un pseudonyme, qui écrivit en considérant le tarot.
C'est un ouvrage monumental et singulier, simple et fort comme l'architecture des pyramides, durable par conséquent comme elle. Livre qui résume toutes les sciences et dont les combinaisons infinies peuvent résoudre tous les problèmes. Livre qui parle en faisant penser. Je considère que c'est très bien décrit. Pour nous, modernes, on a besoin pour approcher ce type de culture d'une méthodologie sûre et qui convient de rester discrète pour être efficace. J'entends par là que si vous avez un intérêt quelconque pour cette culture, ne la divulguez pas dans votre famille, parmi vos amis ou les collègues de travail, parce que vous prendriez des risques assez lourds. En effet, pour l'instant, elle est ostracisée et violemment combattue. Sans insister, je dis, restez à la distance, ne parlez de ces choses-là qu'avec des personnes qui ont envie d'en parler avec vous. Ne prenez pas d'initiative, ça peut être dévastateur dans les familles. Donc, pour être clair, cette science prend des référentiels et les trois principaux sont assez faciles à comprendre. Le premier, c'est le cosmos, où les étoiles et les planètes parcourent le ciel avec rythme et régularité, pour ne pas dire ordre, parce que c'est l'ordre qui précède la manifestation, et c'est là la science des anciens. Concevoir la hiérarchie de la création, c'est une bonne chose. Ensuite vient le nombre, et là la différence est très claire. Autant le cosmos est une entité concrète, sensible, que l'on peut voir tout le temps, puisque c'est la plus grande partie de l'univers que l'on puisse voir tout le temps, mais on ne peut pas le toucher. C'est un phénomène assez étonnant que c'est tellement éloigné qu'on ne peut absolument rien percevoir de concret. Et ça nous donne deux images, ce cosmos, l'espace et le temps. Donc on part d'une observation dite concrète, mais c'est l'abstraction seule qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Le deuxième, le nombre, c'est comme les lettres, et qui sont le troisième référentiel, une convention humaine, et là on va voir que à ce moment-là seulement s'installe le langage, après en parler. Le nombre, c'est l'alphabet infini de la divinité, on sait où il commence, on ne sait pas où il s'arrête. Les lettres sont les récipients et les véhicules des idées. À ce titre, elles sont très importantes, mais on n'y fait pas assez attention. Vous verrez dans mon prochain film, je montre que les deux constantes que vous avez découvertes, je suppose, dans le premier film, à savoir pi et phi carré, sont inscrites directement dans notre alphabet ordinaire. Mais c'est tellement bien fait qu'on n'imagine pas que ces choses-là sont là. Bon, c'est une chose intéressante, certes, mais on le verra après. Il faut donc être attentif à la forme des lettres, d'une part, à leur rang dans l'alphabet, d'autre part, et en dernier lieu, à la phonation, c'est-à-dire à la manière, quelquefois multiple, dont on les prononce. Après ces trois référentiels, si je puis dire, intermédiaires entre concret et abstrait, nous avons les trois disciplines immortelles, c'est comme ça que les appelaient les anciens, notamment les Égyptiens, qui sont l'astrologie pour le ciel, l'alchimie pour la terre et entre les deux pour l'homme, la magie. Donc, on ne sera pas étonné de trouver des allusions permanentes à ces trois disciplines dans les illustrations ou les allusions que propose le tarot, et je vous en donne quelques exemples. D'abord, une phrase très connue d'un petit ouvrage minuscule, il y a 17 phrases dans cette table d'émeraude, et la deuxième de ces phrases dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Or là, moi je suis radicalement en opposition avec les savants du jour, puisque mon premier métier, si je peux dire, c'était prof de philo, et déjà je ne pouvais pas m'entendre avec l'entité officielle, parce que nous avons là la leçon de Platon qui dit non pas le symbole, c'est quelque chose qu'on rompt en deux, on en donne chacun une partie et qui pourra se réunir, c'est justement ce qui est en haut, c'est-à-dire le vrai est toujours en relation avec le bas qui s'appelle le réel. Le vrai est parfait parce que composé par la divinité créatrice, alors que le réel est imparfait puisque c'est la multiplication de toutes les faces du vrai, dès lors qu'on n'est pas en capacité de regarder la perfection. Vu qu'on a des organes qui, comme vous le savez, ou des perceptions qui sont incomplètes, qui ne sont pas parfaites, etc. Donc on voit qu'il y a une chose qui est horizontale, sociale, la séparation d'un objet en deux, et on se retrouve, on est en conjonction, mais la vérité est tout autre, c'est vertical. C'est pour ça que la science des anciens, dite analogie, commence par le nom ana, qui en grec signifie de haut en bas.
Notez, vous avez deux fois A, et au milieu la lettre N qui montre en haut et qui montre en bas en même temps. Donc la forme est indicatrice du contenu sémantique. Et c'est une des méthodologies employées par les anciens pour transmettre des idées. Ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que la deuxième phrase est importante. Comment aller de l'unité à l'infini? Et c'est ici qu'on rejoint ma précédente conférence, ici même. Vous voyez cette carte à gauche, le battleur, vous l'avez déjà vu. Eh bien, à droite, c'est sa figure géométrique. Et je souhaite que vous preniez conscience de cette chose-là. On voit en fait un double carré. Une partie est entière en bas et en haut, c'est une composition d'autres carrés qui sont en relation de proportion au nombre d'or. Mais ce qui m'intéresse, c'est de répéter que tout ce qui est rectiligne est dit masculin et stérile, alors que la courbe là, qui est dynamique, contrairement au reste, elle est féminine et féconde. On doit noter que dans le féminin, il y a toujours du masculin et inversement, dans le féminin, toujours du masculin. Ainsi, vous voyez que cette courbe passe un tout petit moment, une fraction de seconde, par la droite. Et conséquemment, elle exprime ce que je suis en train de dire. Ce qu'il est intéressant de nommer, c'est que cette manière de présenter les choses vient compléter la première phrase. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas, certes, mais ce qui est à droite est aussi comme ce qui est à gauche, et la démonstration sera faite. On notera, pour terminer très rapidement, que cela c'est une spirale au nombre d'or que vous connaissez, et en bas, le texte le dit bien, la carte de tarot est un double carré, comme le sol de la chambre haute de la grande pyramide de Khéops. Et c'est là qu'on commence par une petite révision, rassurez-vous, rapide. Le plancher de cette chambre haute est établi sur un double carré, on s'en souvient, 10 côtés sur 20, c'est ce que disent les égyptologues, les métrologues, les archéologues, et j'en suis d'accord. Mais moi, étant davantage possédé par les mathématiques, on doit réduire cela à sa plus simple expression d'une part, et se séparer de la métrologie. Donc on dira c'est 1 sur 2, c'est un rectangle de 1 sur 2. Un quoi? Il n'y a pas besoin de le savoir, ça n'a strictement aucune importance. Et là, donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il y a la suggestion d'une autre ligne qu'on ne voit pas encore, mais qui va apparaître bientôt, à savoir la diagonale. Or, si on a un rectangle de 1 sur 2, ce sont des nombres entiers, alors que la diagonale, c'est une autre catégorie de nombres, et par conséquent, ces nombres sont polarisés, c'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. C'est-à-dire, il a un début, mais n'a pas de fin. Je montrerai dans le deuxième film que ce type de nombre n'a pas à recevoir la dénomination d'irrationnel, ce sont des nombres géométriques. Ils n'ont pas été perçus comme tels, et c'est l'une des faiblesses de nos mathématiques. Bon. L'expression de racine carrée de 5, c'est-à-dire la somme de 1 au carré plus 2 au carré, racine carrée de 5, numériquement, c'est 2,236. Et les modernes ne veulent pas accéder à cette idée que c'est la somme du nombre d'or plus son inverse. Je rappelle que l'inverse d'un nombre, c'est 1 divisé par ce nombre. En l'occurrence, vous avez en bas à droite 2,236, nombre infini, donc irrationnel, égale 1,618, le nombre d'or, plus son inverse, qui correspond à 0,618. Encore faut-il ajouter que ça ne suffit pas, puisque l'angle de la diagonale du double carré, par rapport au côté le plus long, en bas, est très proche de 26 degrés 18, soit la constante phi au carré, le nombre d'or au carré, exprimé angulairement. Mais ce qui nous intéresse, c'est que l'on prend ces nombres, 1 plus 2 plus 2,236, et on obtient 5,236, qui est intéressant puisque c'est à partir de ce nombre qu'on va retirer la coudée, et on passe des mathématiques pures à la métrologie, et donc on peut dire très clairement que les utilisateurs de cette coudée avaient une connaissance mathématique approfondie et s'en servaient déjà sous la forme polarisée que je viens d'évoquer. Mais ce qui nous intéresse, pour faire simple, c'est de rappeler que le périmètre 1 plus 2 plus racine carrée de 5 égale 10 coudées, et nous sommes de nouveau chez les bâtisseurs. Si vous aviez envie de visiter, si je puis dire, le Louvre à Paris, il faudrait le faire actuellement avec des palmes, mais surtout voir que s'il y a 16 coudées dans les sous-sols, il n'y en a qu'une qui est présentée, en plus elle est en bois. Cependant, on peut dire que l'affichage est correct puisqu'elle est proposée pour 52,3 cm. Moi je prétends qu'elle fait 52,36 cm. Et de toute façon, quelle qu'en soit la valeur réelle, puisqu'il y a un litige là-dessus, il faut constater que à cette époque, c'est-à-dire au plus tôt 27 siècles avant notre ère, ou au plus tard, on ne sait pas,
Cette exigence de précision a de quoi étonner dans un édifice géant. Comment peut-on concevoir une chose qui soit au millimètre dans un édifice géant? Ça, c'est déjà une question. Revenons très rapidement sur le sujet, parce qu'un premier constat s'imposait. Lorsqu'on calcule le périmètre de cette chambre haute, on a un total de 60 coudées. Or, ces 60 coudées font ce nombre, 31 mètres 416, c'est-à-dire le nombre pi en décamètres. Donc là, on est coincé, si je puis dire, dans des constats où on passe des mathématiques pures à la métrologie dite égyptienne, que moi je dis être des bâtisseurs, et on passe au mètre sans aucune difficulté. Et cela, la démonstration sera absolue dans le prochain film. Vous connaissez peut-être ma technique. C'est comme le rasoir, hein, pour les messieurs. La première lame tire le poil, c'était le premier film, et la deuxième le coupe, et on va voir tout cela. En d'autres termes, plus mythologiques, le premier film, c'était l'un des travaux d'Hercule, nettoyer les écuries d'Augias. Le deuxième, ce sera couper les têtes de l'hydre de Lerne, toutes en même temps, et ce sera fait avec la même élégance, soyons modestes. Deuxième constat tout aussi important, lorsqu'on retire de ce périmètre un petit côté, eh bien on trouve 50 coudées, soit la valeur de 26,18 mètres, qui est l'expression numérique de phi carré, le nombre de rho carré, exprimé en mètres. Et là, je ne vois pas comment on peut se défaire de cette idée présentée juste avant. En bref, vous avez renoué avec le nombre d'or, donc voici la figure, c'est-à-dire le glyphe, c'est la lettre grecque phi. Et vous notez que immédiatement le sous-entendu est précis et complet, puisqu'elle fait référence par sa forme à la constante pi. Comment? Vous avez un cercle et un diamètre. Mais là, c'est affaire de contexte une fois de plus. Et là, nous sommes dans un contexte de mathématiciens. Si on change de contexte et on va chez des chimistes anciens, ça c'est le glyphe du sel. Or, pourquoi il est fait état d'un sel avec un cercle et une séparation? C'est parce que le sel, du point de vue chimique, est composé d'autant d'acide que de base. Mais il est également volatile ou fixe. Donc, la scission est tout à fait justifiée. Maintenant, observez ce mot sel. La lettre S, c'est peut-être pour solide et la lettre L pour liquide. À moins que, changeant de référentiel, ce soit pour soleil et lune. Ou encore, changeant de nouveau de référentiel, ce soit pour sang et lymphe. Ou pire encore, pour sperme et lait. Vous voyez comment ça fonctionne. Chaque lettre sous-entend de manière acrologique une polarité. Et on voit que beaucoup de mots, et on va le voir dans les édifices, cette construction est extrêmement simple, c'est la plus simple qui soit, et elle explique l'ensemble d'un langage et l'ensemble d'une science ancienne. En revanche, si vous n'aimez pas les nombres, ce que je comprends, on peut résoudre cela de manière géométrique, sachant que la géométrie, c'est le vêtement du nombre, de la même manière que la danse, c'est le vêtement de la musique, et ainsi de suite. Là, vous avez deux fois un côte à côte, deux carrés semblables, c'est l'égalité arithmétique, alors que la diagonale, c'est l'égalité harmonique. Et là encore, la parité s'exerce. D'un côté, nous avons des nombres entiers et de l'autre, des nombres irrationnels. Et on voit que ce qui est irrationnel est beaucoup plus souple puisque infini. Donc, à partir de ces deux carrés, on construit un autre carré au-dessus qui les englobe et ainsi de suite, de carré en carré. On arrive à dénombrer des surfaces. Ainsi, vous avez 1, 2, 3, 5, 8, et les plus attentifs à la dernière conférence sauront que 13 vient après, ensuite 21, 34, 55, 89, 144, on s'arrête là, 12 x 12, 144, et on voit que ce sont des chiffres qui manifestent directement la célèbre suite de Fibonacci qui offre le nombre d'or dès lors qu'on prend un nombre de cette suite et qu'on le divise par celui qui précède. Mais là, c'est l'expression stérile parce que masculine, constituée exclusivement de droite. L'univers, lui, il a besoin de ce mariage-là. La droite et la courbe, on reconnaît la spirale dite de Fibonacci qui contraint l'univers pratiquement en entier. Je rappelle, je l'avais dit dans la précédente conférence, les galaxies spirales ont leurs bras qui sont de cette forme-là. De la même manière qu'on a le nautile, qu'on a également l'ADN, etc., qui sont conformes à cette loi. Il n'y a pas que la nature qui fasse cet effort, l'artiste qui sent la nature le fait, et là c'est Mickey le peintre, Mickey l'ange. On s'en souvient, donc la chapelle Sixtine. Et là il a donné comme dimension repère pour l'homme donc stérile et rigide. La divinité, elle est considérée comme féminine et
féconde. Et on voit que cette divinité se balade dans un cerveau ou une boîte crânienne, c'est assez singulier. Donc ça, c'est intéressant. On en a terminé au moins pour l'instant avec les mathématiques et tout ce qui est nombre, et nous allons passer à la description directement historique ou à peu près historique. Ça s'appelle le dessous des cartes parce que je pense que, et ça c'est ma troisième question, qui parmi vous a étudié de près le jeu des tarots ou qui s'en sert pour autre chose que pour jouer? Alors, nous avons ah mais c'est merveilleux, vous allez ainsi pouvoir vérifier par vos propres connaissances si ce que je dis s'appuie sur un réalisme et une chose concrète, ou si je divague. Bon, de ce qui m'intéresse, c'est que vous regardiez ceci parce que le dos des choses, c'est ça l'ésotérisme, c'est ça l'occulte, s'intéresser à ce qui n'est pas immédiatement visible. S'intéresser par exemple au dos de ce verre qui est transparent, c'est aussi important que s'intéresser à ce qui nous fait face. Or c'est ça, le jeu hermétique, c'est cela. Donc, au premier coup d'œil, vous l'avez deviné, l'hermétiste remarque que tel jeu ou telle production humaine ou naturelle est liée à la transcendance du nombre ou par la transcendance du nombre, et c'est ce qui fait que c'est un indicatif général. Donc on ne se posera pas trop la question de savoir comment il fait, c'est immédiat. Donc vous êtes actuellement en mesure d'accéder au jeu de tarot, donc voici en quelque sorte le premier contact. Ici nous avons 22 cartes qu'on appelle l'âme, atout, arcane, triomphe, etc. Ce qui nous intéresse, c'est pourquoi le nombre 22, qui lui aussi est un indicatif, c'est parce que le cercle n'accepte que 22 polygones réguliers inscriptibles, et pas davantage. Donc là, on a affaire à un référentiel mathématico-géométrique imparable. C'est comme cela et pas autrement. Il convient de préciser que les anciens divisaient l'espace et le temps de la même manière, c'est-à-dire, par exemple, dans une année, eux, ils divisaient l'année en 22 zones, etc., etc. Mais ça restera secret. Pourquoi j'ai besoin de garder des choses secrètes par devers moi? Parce que s'il y a des gens qui viennent et qui donnent des assertions fausses, il faut que je puisse convaincre les personnes qui doutent de la vérité de la tradition que j'apporte et confondre les malins, les tordus qui imitent. Donc ça, la chose est assurée. Il ne faut pas s'amuser à des jeux de cet ordre parce que je serai toujours là. En réalité, je suis un vilain combattant. Bon, ce qui m'intéresse, c'est de préciser, regardez, en haut de ces cartes, vous avez des nombres, à l'exception de l'avant-dernière carte de la rangée centrale, qui... non, là, il y a un nombre, pardon, c'est la première de la dernière rangée qui n'a pas de nombre, qui s'appelle le mat, du grec matein, recherché. Donc vous voyez un personnage dont on ne sait pas trop ce qu'il représente, on s'en fiche d'ailleurs, parce que c'est pas là l'objet de la chose. On remarque simplement, lui, il n'a pas de nombre, et celui qui n'a pas de nom, c'est l'avant-dernier de la rangée centrale, qu'on appelle généralement l'arcane sans nom, ou pour certains, la mort. Donc on a en réalité 3 catégories de cartes, celles qui sont nommées, celles qui sont nombrées, et le jeu tout entier qui est nombré et nommé tel qu'il est. Donc 20, 20, 22. Ce qui nous intéresse, c'est de rechercher l'origine, ça va être très simple. Regardez en haut à gauche, il y a ce qu'on appelle en Espagne, du verbe grec spain, extraire, ce qu'on appelle ici dans l'architecture un moucharabier, c'est-à-dire une chose qui permet de voir de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est sympathique, mais là vous avez l'explication qui convient à mon propos. Je vais simplement vous demander de retirer toutes les conventions qui sont les vôtres pour librement observer les lettres que vous voyez et me les dire après avoir levé le doigt vers le ciel, s'il vous plaît. Qui voit des lettres dans cette chose-là? On va demander donc au jeune homme en rouge, quelle lettre? C. C. Alors dites à quel endroit? Eh ben, au niveau des deux Donc il y a 2 fois C, nous sommes d'accord. 2 fois C, C étant la figure de la Lune, nous sommes dans le monde musulman. Très bonne réponse. Deuxièmement, la lettre C étant au 3e rang de notre alphabet, 2 fois C, ça fait 6. Or, 6, c'est un nombre particulier puisque c'est la somme de 1 plus 2 plus 3, ou encore le produit de 1 multiplié par 2 multiplié par 3. Et dans le jeu de tarot, ça renvoie à la lame qu'on appelle l'amoureux, qui est une figuration de l'attraction universelle, plus exactement dite en science, la gravitation.
qui contraint absolument tout le monde. Et on le sait parce que la Lune tient sa place dans le ciel par un phénomène gravitationnel, et elle exerce elle-même une attraction gravitationnelle. Est-ce que vous voyez comment ça s'articule la pensée des anciens? Deuxième proposition là-bas. Oui, vous? 2 fois H, c'est très bien vu. Et il faut préciser, s'il vous plaît, à chaque fois où vous les voyez, parce qu'en réalité, il y en a plus que cela. Je suppose que ce sont les 2 carrés en haut, suivis de... Voilà. Alors la lettre H, elle est au 8e rang, mais ça se voit immédiatement, regardez, en haut de chaque illustration intérieure, vous avez 2 carrés concaténés. Or, on vient de les voir dans la chambre haute. Et la différence, c'est qu'ils ne sont pas côte à côte, ils sont concaténés. Il y en a un qui est droit, et il figure l'inertie, la stabilité, la chose universelle sur laquelle le temps n'a aucune prise, et l'autre, il est de manière transversale, et conséquemment, il figure le mouvement. Et ça rappelle la phrase de Platon qui dit « Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile ». Et on voit que quand même les références sont très solidement physique, mathématiques, conceptuelles, etc. Ça n'est pas du vide. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'un carré, 4, ça renvoie à la lettre D. Et 2 fois D, ça fait la lettre H qui est au 8e rang. Et vous avez noté tout à l'heure, donc je vais revenir sur cette image parce que j'ai besoin de vous faire travailler beaucoup ce soir, jusqu'à 3 heures du matin environ, ne vous inquiétez pas. Voilà, ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'il fallait voir avant. On y arrive bientôt, ici. Ces 2 carrés, vous les avez ici, il y en a un qui dit, c'est la lettre H entre la lettre P qui est une consonne qui figure la chose concrète et la lettre I qui est une voyelle qui figure la chose énergétique. Quand c'est un I comme ça, d'une manière générale, c'est la lettre emblème de l'idée, de l'intelligence, et surtout ça figure le crâne, le point au-dessus, et la colonne vertébrale, c'est-à-dire une fonction très particulière qu'on dit comment. La plus haute fonction organique chez l'homme, quelle est-elle? Cérébro-nerveuse. C'est-à-dire c'est ce qui consomme environ 70% de notre énergie vitale. Vous avez juste à côté la lettre H qui figure encore une fonction, juste inférieure en capacité, c'est la figuration par la lettre H des 2 poumons et de la crosse aortique, le cœur dans un angle, etc. C'est quelle fonction cela? Cardio-respiratoire et donc circulatoire, parce que, vous voyez, les carrés qui constituent, il y en a un qui va vers le haut et un autre vers le bas, c'est cette circulation de haut en bas qu'effectue en permanence le Dieu des messagers ou le messager des dieux. Donc cette lettre, elle, prouve ce que je viens de dire, puisqu'on ne la prononce pas, elle est soit aspirée, soit inspirée. Et donc, elle a une double fonction. Qui plus est, elle fait comme Mercure, elle est capable de faire muter les lettres que l'on met devant. Ainsi, nous avons P ici, mais on ne prononce pas Pi, on prononce Phi, du fait de la présence de la lettre H. On aurait mis la lettre C, c'est-à-dire la Lune, et je rappelle que Mercure, Thoth, Djekuti est le recteur de la Lune, vous l'avez entendu dire, j'ai dit c'est important. Eh bien, cette lettre change de prononciation avec l'H, ça devient che. Et on va retrouver cette prononciation qu'on dit chuinté en ancien français très bientôt. Vous voyez, je procède par étapes, par retour sur image, de telle sorte que vous appreniez tranquillement, sereinement, mais comme je vous ai dit, vous êtes à la chasse aux papillons. Vous avez une grosse épuisette, mais ce n'est pas la peine d'aller comme des fous essayer de prendre des papillons. Il n'est pas sûr, même avec tous vos efforts, que vous en attrapiez, ni même le plus beau, ni même le plus rare, etc. Alors, je reviens sur cette image pour dire qu'il y a une autre lettre évidente ici. Alors, on y va doucement, on lève le doigt, s'il vous plaît, et c'est le doigt levé là-bas. Le M. En effet, c'est une injonction très importante. Mahomet, par exemple, son prénom commence par M, et une autre fois la lettre M en cours de... Ça m'intéresse, mais pourquoi? Parce que la lettre M occupe quel rang dans notre alphabet? Allez, un petit effort. Qui a dit 13? Oui? Non. Elle. C'est 12. Elle aime 13. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'arcane sans nom, qui est l'arcane 13, et la lettre M vient justifier la désignation, la mort. Mais ça renvoie... Alors, qui est un petit peu astrologue parmi vous, s'il vous plaît? 6e question. Ça fait pas grand monde, merci. Vous regarderez quand même la prochaine fois le zodiaque. La 6e
chose qu'on appelle signe, le 6e signe, ou la maison 6, c'est la Vierge, et son glyphe, c'est la lettre M, avec un poisson au bout, parce qu'en face, dans le zodiaque, il y a le signe des poissons. Mais il y a également le Scorpion, et ces deux-là entourent la Balance. Et le Scorpion, c'est la lettre M encore, avec une pointe en l'air. Or, en astrologie, on dit que la mort, c'est la maison 8. La maison d'Hermès, et ça se vérifie dans la mythologie, puisqu'on dit d'Hermès que c'est un dieu psychopompe, c'est-à-dire qui a charge d'emmener les âmes, les défunts, au-delà de l'influence terrestre. Donc on voit que ces choses sont bien coordonnées et qu'il est nécessaire de les comprendre pour justifier la manière dont les anciens construisaient des histoires. Je rappelle que pour les gens de tradition, les contes qu'on raconte aux enfants, des contes à dormir debout, je vous rappelle, en réalité c'est pour endormir les enfants et éveiller les adultes. Vous voyez que la manière de considérer les choses sont très différentes et on comprend mieux la méthodologie et évidemment les contenus. On continue parce qu'il y a une autre lettre au moins. Oui. Le X. Le I, le X ou cela? Ah ben moi aux extrémités des étoiles, je vois des X. Et voilà, mais vous avez bien raison, mais on ne va pas s'en occuper puisque la lettre X, c'est l'emblème de la chose inconnue, c'est ce qu'on utilise d'ailleurs en mathématiques, mais c'est également l'emblème du rayonnement, ce qui est par soi-même lumineux, dynamique, etc. Autre lettre. Oui. E. Dites-nous où. Les deux octaves, Vous avez raison, c'est la lettre E de l'énergie. Mais il y a une que vous ne citez pas qui est très importante parce qu'elle définit les lieux. Qui va la trouver? Bon, je vais la dire. Oui, alors? Oui, on peut dire le T, c'est de 17 heures à peu près, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est regarder la ligne qui coupe en deux cette heure. Et au-dessus, vous avez deux formes qui constituent la lettre B, qui est la deuxième, comme l'indique ce redoublement, dans notre alphabet. Et c'est celle-là qu'il convenait de voir d'abord. Parce que dans cette inquisition, il faut toujours procéder de manière méthodique, du début, alpha, à la fin, oméga. Ça marche. Donc la première lettre à prendre en considération, c'est la lettre B. Alors l'intérêt, c'est que savoir dans les langues sémitiques, les langues du Moyen-Orient, B, c'est la lettre indicatrice d'un lieu de résidence, une maison, et mieux que cela, écoutez bien, une enceinte. Parce que là, en réalité, on voit une femme qui est allongée sur le dos, la poitrine pleine de lait d'un côté, et le ventre plein de placenta avec quelqu'un dedans, si possible. C'est pourquoi on l'appelle le bébé, l'habitant de cette... Et c'est aquatique, parce que c'est du bois. Donc on voit que tout est mis en œuvre pour coder de manière subtile mais solide cet ensemble-là. D'autre part, donc si on considère la lettre M comme la lettre de la parturition, la maman porte son nom. Et vous voyez que aussi bien bébé et maman, c'est redoublé comme cela. Et pourquoi? Parce que ça indique la présence d'un langage hermétique, parce que Hermès est le dieu double. Petit à petit, vous allez saisir. On voit un autre exemple, s'il vous plaît. Celui-ci, c'est une architecture bien plus moderne, mais toujours musulmane. Vous voyez, de part et d'autre, il y a 4 étoiles. 4 étoiles. Ce n'est pas la valeur de l'hôtel en question, c'est simplement pour redire 4 plus 4, c'est-à-dire D et D. La lettre D, c'est la lettre emblème de l'ouverture, du seuil, etc. Mais en français, 2 fois D, ça se dit directement en vieux français, puisqu'à l'époque médiévale, pour désigner une porte, on utilisait un mot spécifique qui commence par H. Avez-vous l'idée de ce terme? Huis. Huis. Ouvrez, fermez l'huis, etc. On appelle le cadre d'une porte l'huisserie d'ailleurs. Donc, on voit bien que cet assemblage, ne serait-ce que de nombres, renvoie à des dimensions mathématiques et tout ça. Maintenant, on va changer de langue parce que la lettre D, en grec, c'est le delta, et c'est un profil pyramidal, c'est un triangle pointant en haut qui figure glyptiquement le feu. Donc c'est un foyer. Et on voit que ces choses se rejoignent par la sémantique elle-même. C'est comme ça, et seulement comme cela, qu'on vérifie la qualité des messages. On voit au fond ces mêmes doubles carrés, on voit la lettre D qui signifie la porte de part et d'autre. Alors pourquoi le delta ou la lettre D figure la porte? C'est qu'en arabe, à ces époques-là, on ne bâtissait pas
en bois ou en pierre, on avait des tentes et on prenait la partie de la couverture qu'on retournait pour entrer, et conséquemment ça décidait une sorte de triangle qu'on avait retourné, et ainsi de suite. Les choses étaient ainsi faites. Vous notez que les mosaïques que vous voyez, ce sont les mêmes choses que l'on voit au dos des cartes. Et là, ça devient intéressant, parce que, aussi bien pour les Arabes en général, les musulmans en particulier, ou les Hébreux, on ne peut pas représenter la divinité, donc on fait comme ici, en bas à gauche. Vous notez que ce qu'on a vu en haut, c'est masculin, alors que ce qu'on voit en bas, c'est féminin. Pourquoi? Parce que c'est courbe. Ce sont des doubles carrés concaténés, mais courbes. Et là, c'est la féminité, la fécondité, la créativité de la divinité qui sont fixées, en même temps que la beauté de la chose. Donc cette image représente les arts et les sciences, en même temps qu'une philosophie de la discrétion qui est celle du divin dans les anciennes religions. On voit qu'il y a une déperdition énorme parce que les modernes refusent tout ésotérisme, c'est-à-dire la science des choses cachées. Donc ces choses-là sont à considérer de près et se dire que le dos des cartes, puisque la divinité n'apparaît jamais directement et qu'elle ne dit pas mais signifie, il était légitime que le dos des cartes fût de cette espèce, c'est-à-dire très géométrique et très élégant en même temps. Revenons les pieds sur terre, c'est le cas de le dire. Le mot carte, c'est une autre méthodologie que je vous explique cette fois-ci. On le décrypte notamment par ce procédé qu'on appelle anagramme, et on trouve deux mots, trace. Pourquoi trace est important? Parce qu'en réalité, nous, on ne laisse que des traces. Organiquement, lorsqu'on disparaît, on meurt, oups, tout disparaît. On ne laisse que des traces. Les femmes, c'est souvent parce qu'elles ont enfanté, et les hommes parce qu'ils ont essayé de laisser des inventions, de la peinture, des arts, etc., des découvertes, etc. On garde trace de cela. Et d'autre part, écart, parce que tout à l'heure, je disais, les choses d'en haut qui sont vraies et les choses d'en bas qui sont réelles sont nuancées. Il y a pour les anciens ce qu'on appelle archétype. Donc il y a l'homme idéal en haut. Mesdames, on ne rêve pas. Il en faudrait 5 ou 6. Et donc cet homme idéal est sous-entendu dans toutes les activités des anciens, avec les écarts qui vont avec. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai les oreilles trop grandes, j'ai pas assez de cheveux, etc. Donc je suis un écart de l'homme idéal, et c'est cela qui fait qu'on s'identifie les uns les autres. Et c'est pourquoi on peut avoir une lecture des tarots ou une lecture astrologique parfaitement correcte, d'une part, et parfaitement... comment? Rationnel. C'est très rationnel. Si on se compare les uns les autres, on se dit, on a 2 yeux, on a 2 oreilles, mais tout le monde est différent. Et ce que l'on constate, c'est que la nature fait tout différent de manière à nous spécifier. Jamais elle ne fait 2 êtres ou 2 choses identiques. Alors que nous, hommes modernes, on fait des choses identiques. Et c'est ça, c'est un travers. Il faut respecter les données de la nature. Il y a aussi une référence au nombre, puisque par épinthèse, carte devient 4. Et dans 4, il y a trait qui sous-entend 3. Et donc 4 et 3 font 7, c'est-à-dire les planètes, les sons, les couleurs, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les cartes. Et 3 fois 4 égale 12. Donc il y a sous-entendu un zodiaque. Et en effet, on voit que l'anagramme, on y revient, du mot tarot se dit astro. Et encore, rotas, la roue. Le zodiaque est sous-entendu et l'astronomie, c'est la science des astres ou des êtres, parce que c'est cela en fait l'astrologie. On a une autre possibilité, cette fois-ci c'était en latin, et on va chez les Hébreux parce que on trouve l'anagramme Torah avec H à la fin, c'est la loi. Et encore, dans la même langue, Troas, c'est une porte. Donc ça sous-entend que c'est une porte d'un enseignement, ce qui est normal, parce qu'on revient ici pour dire que le mot tarot vient de l'arabe marocain torok, qui désigne un chemin à suivre, une voie et un enseignement. Voilà les choses qu'il fallait savoir et préciser. Il y a d'autres sources, mais elles sont beaucoup moins sûres. Simplement, cela, ça désigne de toute façon le pays dans lequel ce jeu a été fabriqué, si je puis dire, d'après des jeux plus anciens, l'Égypte. Vous allez voir au fur et à mesure que les choses sont sympathiques, à commencer par le tarot alphabétique. Vous avez noté en bas de chaque carte
de la partie des lames majeures qu'il y a une désignation. Donc le tarot alphabétique s'explique très simple. Vous voyez, il y a 4 catégories plus les arcanes dits majeurs. Les 4 catégories, ce sont les arcanes mineurs qui sont au nombre de 56. Comme il y a 78 cartes, on va retrouver très aisément 56 parce que 7 x 8 égale 56. Tout cela est clair. Donc ces 4 catégories, c'est coupe, denier, bâton et épée. Mais si on remet tout cela en ordre, nous avons pour A les arcanes ou les atouts, pour B le bâton, pour C la coupe, pour D le denier et pour E les épées. Sommes-nous d'accord? Est-ce que cela fait l'amorce de notre alphabet? Oui ou non? Ça, c'est bon parce qu'après on passe au tarot mathématique qui justifie la présence donc en haut des nombres. Et cette fois-ci, on s'aperçoit bien que le point, c'est l'épée qui pointe quelque chose, alors que le bâton qui a 2 extrémités définit la ligne, puisqu'on sait qu'il faut 2 points qui interceptent un trait pour faire une ligne. Et après, la surface, c'est le denier, 2 surfaces et une tranche. Et en dernier, pour le volume, c'est la coupe. Nous avons les 4 éléments constitutifs de la géométrie, la base des mathématiques pratiques directes. Ça n'est pas tout. Et vous allez voir qu'on décompose de mal en pis, si je puis dire, pour une leçon de cosmologie. Cette fois-ci, on découpe les choses par lettres et on analyse. Vous allez voir comment. D'abord, à gauche, vous avez une consonne et au milieu, une autre consonne. Lorsque ces deux-là sont ensemble, ça donne l'idée de fixation, d'interruption, etc. Ainsi, on a S et T dans stop, dans station, dans statut, dans stase, dans estomac, dans stupéfait, dans stupide, etc. On voit bien que c'est l'idée d'un arrêt, d'une fixation. C'est normal parce que l'hiéroglyphe origine, c'est un serpent cloué à une croix. Donc on voit qu'il y a un suivi sémantique très précis et que les lettres ont hérité en quelque sorte de ces choses-là. Et cette lettre T, par conséquent, comme table, pour stable, ça dit c'est fixe, ça désigne l'inertie. C'est l'inverse pour la lettre R qui, elle, on le sent bien dans l'ancienne prononciation. Vous vous souvenez, Edith Piaf, elle disait Paris, avec roulement du R, quelquefois Paris ici. Donc ces manières de prononcer qu'on retrouve dans les langues nord-africaines et sémitiques sont la marque de la présence d'une énergie. Une roue manifeste un mouvement, un rotor également, etc. Donc on voit que cette lettre complémentaire, toujours une consonne, désigne une ligne horizontale qui est le rapport entre inertie et mouvement. Polarité savante, discrète. Maintenant, si on prend les autres choses, là, A, la pointe en l'air, le désigne comme étant du feu, alors que le T désigne l'élément terre triple, sous-entendu, puisque la Terre est à Mercure, Vénus, la Terre, et donc on voit que l'air, c'est la lettre qui prononce l'élément R, alors que O prononce l'élément O. Nous avons ici la présence des 4 éléments dits d'Empédocle qu'il est allé voler aux Égyptiens qui, eux, ne signent rien. Donc, et ces choses sont en mouvement. Vous notez la lettre S, c'est la lettre de la manifestation et en même temps la lettre du mouvement circulaire, etc. On va préciser tout cela. T, la Terre. Et vous voyez que c'est l'emblème de la fixité, de l'inertie et conséquemment du passé et de l'absence de devenir. C'est fixé. En revanche, la lettre R, c'est pour les gens qui respirent, tant mieux pour eux. C'est l'emblème de la mobilité, du mouvement et de ce qui est en devenir. Donc, la force qui fait que l'on devient, c'est la force elle-même. C'est ce qu'on dit dans la table d'Émeraude, la force forte de toutes les forces. C'est ce que cherche l'alchimiste, entre autres. Vous avez donc l'alpha en haut et l'oméga en bas en grec. Pourquoi? Parce que les Grecs qui sont allés en Italie avaient sous-entendu que le nom le mieux que pouvaient choisir les Latins comme capitale, c'était Rome. C'était une vilainie, puisque Rome, en grec, ça veut dire brut, épais, lourdeau, etc. Donc, on voit bien. Donc, on a du latin ici, et on a du grec ici pour alpha, le début, et oméga, la fin. Donc, sans vous en apercevoir, vous avez une leçon de cosmologie et de constitution des êtres, puisque tout le monde, quelque être qui soit, est enfermé dans le binôme temps-énergie. Ça marche? On n'a pas fini, on passe à la suite, et là, je le fais sous le contrôle des gens qui connaissent bien le jeu de tarot. On va transposer les lettres dans le rang
dans le rang qu'elles occupent ces lettres dans notre alphabet. Ainsi, la lettre A, c'est facile, c'est 1, nous sommes d'accord. L'arcane 1, c'est le battleur qui figure la créativité, toujours recommencer, ou le pouvoir, l'unité, etc. Toutes sortes de valeurs. Qui peut me compléter, s'il vous plaît, parmi les tarologues, amateurs ou professionnels? Le commencement, oui. Le commencement, mais la toute-puissance créatrice, en réalité. Pour les anciens, ça désignait non pas la divinité totale absolue, mais le démiurge, c'est-à-dire celui qui fait les choses dans notre partie de l'univers, et notamment qui réside dans le soleil. C'est pourquoi l'arcane suivant va être désigné par la lettre S, qui est son acrologie. Parce qu'elle est au 19e rang. Quel est le 19e arcane? Le soleil. Donc on a le créateur du soleil, le soleil, et après la lettre O, 15e rang, c'est l'inverse, parce que c'est la lettre qui désigne le diable, c'est-à-dire une opposition. Donc là, on a deux voyelles quand même, qui semblent s'associer déjà, comme on l'a vu, le début et la fin, c'est-à-dire le tout-puissant d'un côté et le diable de l'autre, et au milieu le soleil, l'individu qui rayonne. Mais vous le savez, le soleil peut être un assassin aussi bien que protéger la vie. On peut se faire griller, etc. Bon, l'autre catégorie des lettres, ce sont uniquement des consonnes. La première lettre, la lettre R, on l'a vu tout à l'heure, est au 18e rang et désigne par conséquent l'arcane 18 qui est la lune. Notez ceci, les amateurs d'alchimie, l'air perçoit l'influence lunaire particulière et la donne sensible et accessible aux alchimistes. C'est la force dont ils ont besoin. L'alchimie sans la lune, c'est rien, c'est de la métallurgie. Et là, on découvre en réalité que dans les sciences modernes et dans les sciences anciennes, il y a une polarité remarquable. Nous, les modernes, on travaille au soleil, mais parce qu'on est très ignorants, les anciens travaillent avec la lune, pour une raison simple que connaissent à la fois les sages-femmes anciennes et les paysans. C'est la lune, grâce à son flux attractif, qui fait croître les êtres, le soleil faisant fixer cet accroissement. Ça sous-entend également que les enfants qui ne dorment pas n'ont pas de croissance interne et que conséquemment ils engendrent des fluctuations dans leur développement, des incapacités, etc. Le sommeil des enfants est quelque chose d'important. Parlons très brièvement des enfants. Ils ont la tête comme la lune, blanche, plutôt sphérique, etc. Ils consomment du lait blanc sur un sein ou grâce à un sein rond comme la lune, etc. On voit que comme ça, les anciens avaient une compréhension intuitive, mais qui correspond à ce que la nature fait elle-même, semble-t-il. On continue, et on l'a vu tout à l'heure, c'est 19, le soleil. Donc on a la lune, le soleil, nouvelle parité, et on termine par la lettre T au 20e rang. Et là, on est obligé de choisir, puisqu'il s'agit du jugement. Vous avez noté qu'il y a un coffre qui est le même que celui qu'on trouve dans la chambre haute. Passons à la suite pour une autre forme de transmission, beaucoup plus subtile, celle-ci qui trahit l'époque médiévale comme source des tarots actuels. Donc on a une inversion. Le tarot contient 22 lames, c'est le son. De nos jours, on dirait le tarot contient 22 lames, et ce son, c'est le son, quelque chose comme ça. Mais cette inversion trahit cette polarité dont je parle. Ça, c'est à la lecture. Maintenant, la lecture, c'est l'œil. On va voir ce que, le cas de le dire, donne l'oreille. Si on applique le principe dit de la langue des oiseaux, ou encore kabbalistique, que j'expliquerai plus loin, on peut entendre et non plus lire. Le tarot contient 22 lames, c'est le son. Or, le mot son, c'est la lettre S, manifestation et mouvement de On, le soleil, en égyptien. Donc on voit que le son est pour l'oreille, alors que le son est aussi pour l'œil, puisque le soleil sans œil ou l'inverse, c'est assez désagréable. C'est normal parce qu'en vieux français, voir et ouïr, c'est le même verbe, sauf que le V et le U, à ces époques-là, ne se prononcent pas de manière différente comme de nos jours. Maintenant, rendons-nous chez un ou une tarologue. Qui fait cette profession éminente et délicate, s'il vous plaît? Dénoncez-vous. Personne? Quel dommage, ça n'est pas grave. Ça n'est pas une profession honorable, voulez-vous dire? Si, en effet, mais encore faut-il maîtriser la chose. Allons-y et on fait un tirage de cartes tout à fait par hasard et on trouve, tiens, une carte que l'on connaît, le battleur. Et à droite,
l'arcane qui manque d'un nombre dit le mat. Et ça se dit directement dans l'ancienne langue, si le bas te leurre, mate le haut. Parce que le verbe mater, c'est aussi bien recherché en grec que regarder, chez nous, en français, qu'on trouve encore en argot. Et vous notez que le battleur, en effet, regarde en bas, alors que le folle regarde en haut. Et on sait, la Bible le dit, que celui qui est fou pour les hommes est un saint pour Dieu, et l'inversement. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de dire, tiens, si le battleur mate le haut, où est le haut? On peut préférer le haut, la totalité, ou le haut qui est celui-ci, à savoir le ciel, la plus grande partie de l'univers, tout le temps visible, qui mélange l'espace, le rythme, l'ordre et le temps. Vous l'avez noté tout à l'heure, tarot, anagramme d'astro. Donc ce haut a plusieurs possibilités de lecture et il ne faut pas s'arrêter à cela. Si on dit O, E, A, U, sous-entendu, c'est l'âme de la personne qu'il convient de sonder, et ainsi de suite. La véritable lecture du tarot, c'était toujours faite comme ça. Malheureusement, à l'époque de la Révolution française, il y a eu beaucoup de carences, etc. Et reconstruire ça, ça n'est pas simple. C'est pourquoi je m'occupe de faire ces choses-là. On a vu que là, ça repose sur des rangs de lettres, sur des prononciations de lettres, sur des formulations tropologiques, c'est-à-dire des modifications du langage, ou des nombres. Voyons des choses plus concrètes. Nous avons ici l'arcane 3, dite l'impératrice. Et si vous notez qu'au bout de son bâton, tout au bout là-bas à droite, il y a le glyphe de la terre pour les astrologues ou le glyphe de l'antimoine pour les alchimistes, c'est-à-dire une boule avec une croix par-dessus. Et on voit immédiatement le mariage entre la boule, chose sphérique et féconde, et la croix, chose rectiligne et stérile. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est la barre. Vous voyez une ligne noire qui intercepte le côté en haut à gauche et qui sort par le côté en bas à droite du bâton. Et cette subtilité qui paraît grossière quand on ne regarde pas attentivement, c'est la parallèle exacte de l'axe de la Terre, c'est-à-dire 23 degrés 27. Ça suppose donc une grande précision, une grande attention. Alors si c'est un bâton qui fait la largeur, c'est parce que la Terre est affectée d'un mouvement qu'on appelle la nutation, qui fait qu'elle se balance. Conséquemment, le fait de tracer en quelque sorte une diagonale dans cette longueur-là sous-entend qu'on connaît ce phénomène. Maintenant, on va me dire, mais ça, c'est le hasard. Alors, je vais noter que la présence de l'aigle fait référence à quelque chose qui est très haut dans le ciel. Ça peut être la Lune, la Terre, n'importe quoi. Donc, c'est une référence astrologico-astronomique qui se complète du fait que le mot aigle est anagramme de agile, ce qui est la caractéristique particulière de l'intelligence mercurienne. Et on va compléter cela parce que le 3 qui est au-dessus, ce sont 3 traits parallèles, verticaux, qui figurent, tiens, Mercure premier, deuxième Vénus, troisième la Terre. Je pourrais continuer, je vais le faire très brièvement avec l'impératrice. Vous notez qu'il n'y a pas L apostrophe, c'est directement dit comme ceci, c'est parce que c'est en partie de l'espagnol. Je rappelle qu'espain en grec c'est extraire. Ça vient du verbe espagnol limpiar, c'est-à-dire laver, nettoyer, épurer. Parce que la terre, la nature terrestre, ne fait que cela en réalité. Elle passe son temps à épurer tout ce qu'elle produit. C'est pourquoi vous retrouverez dans la philosophie des anciens cette injonction, il faut que vous restiez pur pour vous élever. Ça paraît une évidence. Bon, on pourrait continuer comme ça pendant pas mal d'heures, même presque toute la semaine, parce qu'il y a quand même 78 cartes. Maintenant, souvenez-vous, dans le film La Révélation des Pyramides, j'avais noté et voulu faire connaître que le sphinx est constitué d'un signe du zodiaque, le lion, et du signe qui lui fait face dans le zodiaque, le Verseau, mais anciennement, le Verseau s'appelait l'ange. Et c'est cette figure qu'on retrouvait donc ici à droite, avec le sphinx du plateau de Gizeh, qui est le seul élément fixe. Tout le reste a été mis autour. Conséquemment, il faudrait commencer par l'étude du sphinx pour avoir quelque idée de ce qu'on a voulu écrire. Mais cette carte, la carte 11, elle s'appelle la force. Pourquoi, selon vous, s'appelle-t-elle la force? Simplement parce que, au milieu des 22 arcanes, elle est justement là, la force. Au milieu, c'est le point qu'on trouve dans le cercle solaire. C'est ça, cette force. C'est un pays de soleil, et toutes ces choses de la religion égyptienne, c'est le soleil qui les engendre. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer donc qu'ici, on a un lion, qui est figuré en bas par le corps. On a donc ce personnage qui ressemble à une femme, etc. Donc on va dire, quand on est un petit peu ignorant de ces vraies choses, c'est l'intelligence qui
maîtrise la passion, le sentiment, etc. C'est acceptable, mais on est loin du compte parce qu'en réalité, ça parle aussi d'une chose beaucoup plus importante que je montre dans le film, à savoir l'arcane 11 correspond au signe de la maison 11 des astrologues qui est le Verseau. Et j'ai expliqué dans ce film de manière à la fois directe et allusive qu'il nous pend au nez un événement redoutable dont le soleil, c'est-à-dire le lion qui est figuré là, est l'auteur. Il faudrait que l'homme, comme un ange, parvienne à maîtriser cette menace pour survivre, aller plus loin. Et on va voir que le 11 là, le X en haut, en réalité désigne ce qu'on appelle les collures en astronomie, c'est-à-dire les solstices et les équinoxes qui constituent une croix. Et la lettre 1, après, c'est l'axe de la Terre, parce que cette menace va modifier les collures et l'axe de la Terre, c'est ce qui est dit chez les anciens. Maintenant, pour bien comprendre les origines antérieures au Maroc, à l'Espagne, à l'Italie même, etc., regardons cette stèle égyptienne où l'on voit le dieu Thoth, et Hermès chez les Grecs, ou Djehouti chez les plus anciens. C'est la version langue des oiseaux, évidemment, parce que Ibis, chez les Égyptiens, ça signifie lumineux, éclatant, et ça sous-entend l'intelligence qu'on figure, nous, par une petite lampe qui clignote, en disant « ça, c'est intelligent, eureka, j'ai trouvé ». Notez donc que, en plus pour les amateurs, le bras a un angle de 108 degrés, c'est le nombre d'or, vous s'en souvenez. Donc, vous voyez, il tient un calame, c'est-à-dire son stylo de l'époque, qui n'est autre qu'un morceau de roseau coupé. Ce roseau, sa coupe, c'est un triangle. Et ce qui nous intéresse, c'est que lorsqu'on prolonge cet angle et qu'on le croise à la verticale, qui en réalité, c'est le bord de la stèle où il est sculpté, l'angle s'appelle l'angle de Wiener, et vous vous souvenez que c'est 137 degrés 54 minutes d'angle. Et quel est l'intérêt de cet angle de Wiener? C'est l'angle de meilleure insolation des végétaux par les rayons solaires. Donc ça n'est pas un truc accessoire, c'est vraiment la vie. Pourquoi? Parce que si les végétaux ne sont pas dans leur meilleur état, ça devient impossible la vie sur Terre. Je rappelle que les végétaux consomment du gaz carbonique, c'est-à-dire ce qu'on expire, et nous donnent en échange de l'oxygène. Donc on voit que nous sommes bien liés de manière très serrée. Qui plus est, pour avoir un autre exemple, on regarde les végétaux, grosso modo, ils sont verts. Et la couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. Il suffit d'arracher la peau de monsieur, là, pour s'apercevoir qu'en dessous, c'est beaucoup plus rosâtre et rouge que blanc de peau ou noir de peau, etc. C'est une caractéristique animale générale. Donc, on voit que le cycle oxygène-gaz carbonique se retrouve par les couleurs complémentaires. On pourrait le faire encore quelques fois, mais ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'également cette dimension figure dans le nautile en bas à droite. Vous voyez, la dernière extrémité du nautile, remontée vers le milieu du nautile, intercepte le centre vertical et donne encore l'angle de Wiener. C'est assez rigolo puisque lui n'est plus un végétal mais un animal. Et c'est exactement la figure qu'on trouve en haut à gauche de la partie noire qui est à droite, c'est-à-dire la galaxie spirale qui répond aux mêmes lois. Je rappelle que dans la Bible, on dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu, c'est du feu. Or ça, c'est la même géométrie. On voit donc que le nombre d'or impose sa présence et offre en quelque sorte des propriétés invraisemblables, puisque pi 360 degrés divisé par phi au carré, nombre d'or au carré, c'est ça l'angle de Wiener. Continuons et rapprochons-nous du sujet. Nous avons 78 arcanes, et on va les disposer de haut en bas, c'est-à-dire 1, l'arcane 1, le battleur, l'arcane 2, la papesse, l'arcane 3, etc. Donc chaque rang s'augmente d'une unité et on termine la chose en bas par 12 assises et qu'il y a, si vous l'observez, 12 nombres dans cette dernière assise en bas, c'est-à-dire en tout, ça fait 12 de hauteur et 12 de largeur, sous-entendu 144 qui fait partie de la suite de Fibonacci. Donc vous voyez que les 78 cartes du jeu de tarot disposées en triangle progressif forment 12 briques de base et 12 assises de haut qui, grâce à leur proportion, engendrent une pyramide homothétique à celle dite de Gizeh. On va dire, mais c'est anecdotique, et on a raison. Mais ce qui m'intéresse, c'est de noter que la somme des 12 premiers nombres engendre, quant à elle, le nombre 78. Donc, vous voyez, sous une apparence, on dit, tiens, on a levé l'énigme, mais derrière, il y a encore d'autres énigmes. Donc, le piège qu'utilisent ces braves gens, c'est
on vous donne une chose à voir, mais il faut aller voir encore derrière, jusqu'à épuiser le sujet. C'est une règle générale. Je mets beaucoup de choses là parce que je sais qu'il fait très chaud ici, que vous avez la tête qui bout. Donc on va continuer et rentrer là dans la démonstration promise en espérant que ça ne vous fera pas disjoncter. En divisant le périmètre de la grande pyramide de Gizeh, exprimé en coudées, par le nombre d'arcanes du jeu de tarot, soit 440 coudées multipliées par 4 côtés, divisé par 78 arcanes, nous obtenons 22,56, soit les 22 arcanes majeures, suivis après la virgule des 56 arcanes mineures. Fallait le faire déjà. Mais, d'autre part, en divisant la valeur de ce périmètre par le nombre d'arcanes mineures, cette fois-ci, puis en divisant ce résultat par 10, puisqu'on travaille en base 10, nous retrouvons pi. Mais non pas pi, le nombre caractérisant nos connaissances à nous, mais celui qui est la division de la plus longue ligne horizontale visible par la plus longue ligne verticale invisible. C'est ce que je dis dans le film. Ça, c'est la manière de penser des anciens. Conséquemment, le résultat est une figuration de 3,142857, c'est-à-dire 3 groupes de 2, polarité oblige. 14, c'est la moitié de 28, et 57 a pour moitié 28, mais on fait 2 fois 28 plus 1, en l'occurrence. Ce 1 qui fait défaut peut être un des nombres, on s'en fiche, parce que ce qui nous intéresse n'est pas encore là. Je continue. En faisant la somme des 3 côtés du triangle méridien de la grande pyramide, c'est-à-dire la base plus les 2 apothèmes, et en divisant le tout par le nombre d'arcanes majeurs, cette fois-ci, soit 22, puis par 100, base décimale oblige, on notera que 78 plus 22 égale 100, et encore que 56, nombre des arcanes mineurs, moins 22 égale 34, ce qui fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est sympa. Eh bien, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient la coudée, parce qu'en effet, 440 coudées plus 356 coudées multipliées par 2 apothèmes égale 1152 coudées. Curieusement, ce nombre de coudées est semblable au nombre de mètres de la demi-base, soit en arrondissant, 115 mètres,2. Donc on voit la parenté, la précision est 115,192 mètres. Mais il reste que 1152 divisé par le nombre d'arcanes majeurs, soit 22, et divisé encore par 100, ça donne 0,5236, à savoir la valeur métrologique en mètres de la coudée des bâtisseurs. Continuons. 22 arcanes, dont un est sans nom et un sans nombre, il faut tirer conséquence de cette observation parce que, sachez-le, les hermétistes également la nature ne produit rien sans raison. Donc il faut suivre cette chose-là. Et comme vous l'avez noté, ils ne disent pas, ils signifient. Donc on va prendre note de cela pour dire 22 arcanes majeures multipliées par phi au carré, soit 2,618, multipliées par 20, c'est-à-dire les arcanes nombrées ou les arcanes nommées, ça fait 230,384, c'est-à-dire la valeur numérique est en mètres, centimètres, millimètres du côté de la grande pyramide de Gizeh. Essayez, si vous voulez, ce genre d'imbrication, vous allez voir, ça dépasse l'entendement. On va continuer pour vous le prouver. Selon M. Eugène Michel Antoniadi, astronome égyptologue français d'origine grecque, le couloir horizontal d'accès à la chambre médiane, celle qui est tout en calcaire avec un toit en chevron, eh bien, est à la dimension de 1/5 de la hauteur, donc 280 divisé par 5, font 56. C'est le nombre des arcanes mineurs et rappelle le nombre de fois phi carré dans la hauteur, parce que 2,618 mètres, valeur du nombre d'or au carré, exprimé en mètres, multiplié par 56 arcanes mineurs, le résultat c'est la hauteur 146,608 mètres, c'est-à-dire une précision millimétrique. Continuons dans ce petit jeu. Moitié des arcanes majeures, soit 22 divisé par 2, vous? Merci, c'est-à-dire la force. Il est fort. Donc, maintenant, on va faire la moitié des arcanes mineures. Vous, 56 divisé par 2 égale 28. Il a une bonne vue. Merci. Donc, nous allons multiplier la moitié des arcanes majeures par la moitié des arcanes mineures par le nombre 17. Et après, je vous dirai pourquoi. Le résultat, c'est la coudée multipliée par 10 000, parce qu'en effet, 11 nombres premiers multipliés par 17 nombres premiers multipliés par 28 grands diviseurs, divisibles par 1, par 2, par 4, par 7 et par 14, c'est égal à 5236. Mais, direz-vous, mais pourquoi par l'arcane 17, qui s'appelle l'étoile?
ou encore la connaissance. Eh bien, mettez ce triolet, arcane 16, arcane 17, arcane 18. 16, c'est parce que c'est un carré, sous-entendu. 4 x 4 de côté, ça fait 16. Et l'autre, c'est un rectangle dit doré, mais on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est que 16, 17, 18, on retire 17, l'étoile, et il ne reste que 16, 18, c'est-à-dire le nombre d'or exprimé avec une virgule en plus qu'on doit mettre au bon endroit. On va vous achever, ou peut-être l'exposer. Multiplions 11 par 2, vous, 22, merci. Puis 17 par 2, là c'est plus délicat. 34, c'est parfait. Et encore, donc 28 par 2 égale 56. Mais si on est un petit peu intuitif en maths, on s'aperçoit que 56, c'est la somme de 22 plus 34. Et on a remarqué que 22, coupé en 2, il reste 2, et puis après la suite 3, 4, 5, 6. Il suffit d'ajouter 7, 8 du jeu de tarot dans son nombre de cartes pour avoir la totalité de ce nombre, c'est-à-dire jusqu'à 8. Or, 8, c'est l'indicatif de Hermès, c'est la 8e lettre, la lettre H pour Hermès, mais en plus, il est dit en Égypte ancienne, le maître de la ville des 8, c'est-à-dire pour les Grecs Hermopolis, pour les Arabes El Hashmonen et pour les Égyptiens anciens Khmenou. Donc là, on voit que ça marque, c'est le nombre 8, le double carré. Simplement, vous allez le découvrir ultérieurement dans les jeux, c'est expliqué très ouvertement. Donc si on a cette intuition, on s'aperçoit que 56 est la somme de 22 et 34. Il suffit de faire une suite sur ce modèle. Et donc 34 plus 56 égale 90 degrés de l'angle droit. 56 plus 90 égale 146, le nombre de mètres tout rond de la hauteur de la Grande Pyramide. 146 plus 90 égale 236, c'est la longueur exacte en mètres du petit muret qui entoure la Grande Pyramide, si on n'en prend qu'un côté. 236 plus 146 égale 382. Et qui est la personne géniale qui va nous dire, puisque je l'ai dit il y a 2 mois, qu'est-ce que 382 ? C'est 0,382, la racine carrée de l'inverse du nombre d'or. Donc, 236 plus 382 égale 618, l'inverse du nombre d'or, plus 382 égale l'unité. Et là, ce qu'on découvre quand on regarde sans a priori, c'est que cette suite est une suite de Fibonacci. On en prend un terme, on le divise par le précédent, le résultat est toujours le nombre d'or. Soit un peu plus haut, soit un peu plus bas, puisqu'il est sexué, ce truc. Et ce qui nous intéresse, c'est que parmi tous ces nombres qui sont exclusivement des nombres irrationnels, il reste l'unité qui est un nombre entier. Donc le rapport entre l'unité et tout ce qui est irrationnel est une évidence profonde qu'il faut étudier quand on est un vrai maître. Vous avez compris qu'on a affaire, si je pense que vous l'avez compris, que les anciens, afin de transmettre leur science, leurs états d'âme, leurs connaissances en général, utilisaient un langage qui leur est propre, un langage corporatif, comme celui par exemple des bouchers, le louchébem, c'est ça, hein? Oui, l'argomouche aussi, etc. C'est donc un langage corporatif que j'essaie de vous faire connaître et qu'ils l'appelaient eux-mêmes la Kabbale hermétique, ce qui est assez singulier puisqu'on sait que sa première apparition se fait 31 siècles avant notre ère en Égypte. Mais en Égypte, il n'y a pas de chevaux. En réalité, c'est que ça vient du mot koubélé qui désigne la nature et le cube de la nature. Mais pourquoi le cube? Simplement parce que le cube a 6 faces et 8 pointes. 6, c'est la gravitation. Et le cube, c'est l'élément volumétrique le plus stable qui présente toujours les mêmes faces, quelles que soient. Alors il y a une subtilité, regardez un cube, vous ne verrez au maximum que 3 faces. Donc c'est cette trinité dont parlent les chrétiens, les shivaïtes, les hindous, etc. Et les 3 faces qui sont derrière sont identiques, mais elles sont cachées. Ça, c'est l'occultisme. Recherchez ce qui est derrière le visible. Parce que le visible, le sensible, c'est la partie réelle. Ce qui nous importe, c'est la partie vraie. Si on n'analyse pas ce qui vient derrière, la notion de volume nous est totalement étrangère, et ainsi de suite. Donc ils appellent ça la Kabbale hermétique, mais également la langue des oiseaux. Et savez-vous pourquoi? C'est tout bête. Il vaut pour cela observer réellement les choses. Parce que j'ai dit, il y a le haut avec le vrai et le bas avec le réel. Eh bien, les oiseaux se baladent entre les deux. C'est la barre horizontale de la lettre H, en quelque sorte. Et ça leur permet de regarder les choses de haut, c'est-à-dire de manière beaucoup plus étendue, faire des synthèses qu'on ne fera pas nous. Ça s'appelle également la Gay science, parce que Gay, G-A-Y-E ou G-A-I-2-L-E, c'est le cheval. Et le lanternois, parce qu'il faut bien s'éclairer par quelque chose, ou encore le jar, parce que le jar, c'est le mari de
loi. Loi L-O-I, simplement, pas L'-O-I-E, mais encore que oïr, c'est entendre, voir, c'est pouvoir voir. Donc ces choses-là sont à connaître et l'université les refuse, ce qui est très dommage. Pour faire bref, la Kabbale hermétique est une langue d'espèce hiéroglyphique, jouant sur tous les registres de l'expression. Images, mots, lettres, nombres, sons, couleurs, formes, poids, etc. Et ainsi que sur des conventions secrètes que j'essaie de vous faire connaître, dont la métaphore et les rébus emblématiques sont le type le plus répandu. Elle n'a pas de forme propre ou particulière et ne dépend que de la culture et de l'imagination de ceux qui la mettent en œuvre. On la trouve donc dans toutes les strates de l'activité humaine et elle s'instille parfois, et c'est important, par les songes et les rêves. En effet, lorsqu'on veut interpréter un rêve ou des songes, si l'on ne connaît pas ces arcanes-là, de cette langue-là, on n'a pas de résultat. Et cela, je vous exposerai ça dans la prochaine conférence au mois de septembre, c'est-à-dire la Kabbale hermétique et la langue des oiseaux. Et vous avez remarqué que j'ai fait une inversion. La Kabbale hermétique, un cheval, c'est au sol, et je le mets d'abord, et ensuite je parle de langue des oiseaux qui est au-dessus et je le mets après. Ça sous-entend que je vais procéder de la manière inverse dont a procédé Platon. Je vais faire comme Aristote, commencer par des faits et monter jusqu'au principe. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, de quoi est faite cette Kabbale hermétique ? Quels sont ses objectifs? Ils sont 3. Transmettre avec le moins de déformation et le plus de complétude, dire aux uns ce que l'on veut cacher à d'autres, c'est d'un point de vue moral, ça se comprend, et assouplir l'intelligence des impétrants. C'est important parce que, en réalité, de nos jours, on ne parle que d'intelligence et on oublie la qualité de l'intelligence qui est due à la seule intuition. La polarité dont je vais parler est simple. On a un cerveau droit qui est artiste, spontané, qui ne voit que les proportions et perçoit les choses, alors que le cerveau gauche, lui, il demande de la rigueur, de l'exactitude et des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer en vous la zone centrale, la zone limbique, qui abrite 2 glandes très importantes pour le développement humain en général, qui sont la pituitaire et la pinéale. Merci. C'est donc là que s'insère l'intuition dont on ne tient plus compte, ni en classe primaire, ni en classe secondaire, ni en classe supérieure. Or, c'est l'intuition seule qui permet de découvrir, parce que sans intuition, et ça, allez lire La science et l'hypothèse de Henri Poincaré, philosophe des sciences, mathématicien, physicien et surtout promoteur, je pense que la chose devient de plus en plus connue, de la vraie relativité. Eh bien, donc, il dit, sans intuition, pas de science, et il a raison, parce que l'intuition, au milieu de 10 000 ou 100 000 possibilités, elle choisit, on ne sait pas pourquoi ni comment, c'est l'intrusion du vrai, du haut, dans le bas, le réel. Ça, il faut le protéger. C'est parce que ces choses-là se perdent qu'on peut être manipulé grossièrement, alors qu'on se pense instruit, intelligent, on ne peut pas nous... Mais non, ça se fait très facilement, parce que vous n'avez plus ce sentiment-là que donne l'intuition. Bon, passons à la suite. Quels sont les principes de la Kabbale hermétique? C'est extrêmement simple, c'est montrer sans montrer, dire sans dire, cacher sans cacher. Là, en revanche, c'est plus compliqué. Les procédés de la Kabbale hermétique sont addition et soustraction. J'en ai donné quelques exemples, puisque j'ai retenu quelques lettres dans l'analyse du moucharabier. Je ne vous dis pas tout, en effet. La transposition, à savoir qu'une chose, comme vous l'avez vu, peut être transposée dans un autre contexte. Le cercle pointé, quand c'est l'astronomie, c'est le soleil. Je change de contexte chez l'homme, c'est le cœur, et ainsi de suite. Donc, c'est la transposition. Et la substitution, qui est une partie de la transposition, c'est, par exemple, plutôt que de désigner le fer, par exemple, si je suis alchimiste et je veux m'expliquer à couvert, je vais dire, tiens, un chevalier, avec son armure, évidemment, de fer. Et pour signaler que je m'exprime de manière kabbalistique, je vais dire, tiens, ce chevalier avec son armure était sur un cheval, et la chose est jouée. J'ai substitué un chevalier en armure au métal fer, mais les deux sont en jonction sémantique. La langue des oiseaux, elle, se manifeste sous cette forme curieuse qu'elle propose les 5 voyelles, mais aucune n'est audible, à part le haut du début qui est reproduit par 3 lettres derrière, et qui se dit en Kabbale hermétique astro pour cette raison, la relation de 1 à 3 qu'on va retrouver un peu partout. Et donc, vous avez O, qui ne s'entend que dans les 3 dernières lignes, les 3 dernières lettres, les voyelles. I, on l'entend nulle part.
E, on l'entend nulle part, A, on ne l'entend pas, et U non plus. Donc on voit que c'est cette particularité. On va me dire, mais moineau, c'est pareil, à peu de choses près, oui, mais c'est un oiseau, donc c'est une particularité qu'on ne doit pas soulever. Toutes ces choses que je viens de vous montrer, qui constituent seulement une petite partie de ce langage, vous allez voir la suite en deux visu, eh bien, pourquoi cet effet? Vous le raconte Suleiman ibn al-Hassan, ismaélien, donc résident en Égypte, du XVIe siècle, dans un petit ouvrage très bien traduit, le coffret de la sagesse. Et vous allez voir que le coffret a encore son mot à dire. Et il dit ceci: les sages ont parlé par figure et par énigme parce qu'ils répugnaient à livrer les secrets de la sagesse à des hommes qui n'en seraient pas dignes. Donc il fait cette séparation polarisée, les gens vertueux et les pourris. Voilà, pour faire bref. Et aussi pour que l'amant de la sagesse donne un soin assidu à son acquisition malgré la peine qui en résulte pour lui. Sous-entendu, il désigne les vrais sages, ceux qui sont vertueux et qui repoussent les non-vertueux d'un côté, et ceux qui travaillent, qui se cultivent, c'est-à-dire ils passent dans un champ avec une charrue, ça doit être sympa, parce qu'on plante des choses et elles poussent. Et ce qui est important, c'est que le savoir, une fois que vous l'avez, personne ne peut vous le voler, d'où l'intérêt de se cultiver. Alors cette manière de faire, d'opérer, elle a eu cours jusqu'à la Révolution française qui a cassé ce moule et qui nous a coupé de nos racines, de nos traditions. Et vous voyez que ça vaut la peine d'être connu. C'est une pédagogie particulièrement appréciée et réputée. Ainsi, au XVIe siècle, Barthélemy Hanot dit « Les images symboliques les plus efficaces pour la pédagogie sont celles qui obligent le spectateur à une profonde enquête. Si elle est suffisamment énigmatique, l'image conduit l'âme à s'émerveiller et s'enquérir et vouloir savoir. » Et il a raison de dire l'âme, parce que le désir de savoir, c'est l'âme qu'il possède, ça n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est froid, alors que l'âme, c'est chaleureux, c'est passionnel, et l'attachement passionnel au savoir, c'est une chose qui permet de passer la vie avec les moins pires conditions que ce soit. En effet, lorsqu'on a quelque chose qui nous transcende et que l'on cherche, on passe du temps heureux, beaucoup plus que quand on n'a rien à faire qu'aller au café boire des bibines. Ou regarder le match de foot, pardon. Bon, chacun son truc. Marcille Fissin, traducteur des ouvrages hermétiques, dit quant à lui « La pensée se dit en image, et anagramme de image, c'est magie, qui vient du symbole, ce que je vais expliquer, ce qui est en haut et ce qui est en bas, et elle se garde mieux dans la mémoire. L'image énigmatique, lorsqu'on parvient à la déchiffrer, procure par ailleurs la grâce et le plaisir de la joyeuse nouveauté qui allège l'ennui. Cette forme d'enseignement est conforme au vers d'Horace. Heureux celui qui joint l'utile à l'agréable. Or, cette chose-là a déserté l'école, que ce soit les tout jeunes, les ados, les adultes, le plaisir d'apprendre a disparu. On dirait qu'on l'a retiré volontairement et on a des ânes qui répètent, qui annonnent, ou des perroquets qui répètent, c'est tout. On n'a pas des gens intéressés par la connaissance. Même à voir la manière dont on écrit de nos jours, on se demande si la langue a quelque utilité autre que laisser passer des logorées inutiles, etc. L'esprit de la langue, j'espère que vous l'aurez compris, joue un rôle énorme. Et de ce point de vue, je dois vous donner un exemple qu'on ne peut pas transmettre autrement qu'oralement. C'est pourquoi il est bon de rencontrer quelqu'un qui sait ces choses-là. Cette chose s'appelle le sel attique. Qui va nous expliquer de quoi s'agit-il ? Le sel attique, ça ne vous dit rien. Bien, c'est une formulation très particulière dont je vais donner un exemple qui m'a été fourni par mon grand-père. Il était ami du garde-chasse, garde-pêche, garde-forestier de ce qu'on appelle le marais Poitevin aux alentours de la ville de Niort. Et il m'a relaté, mais en patois, et après il me l'a traduit, voilà ce que disait ce charmant homme. Les gens ici m'aiment beaucoup. Ils m'aiment tellement qu'ils aimeraient à me donner à manger aux chiens. Donc on voit que la pensée a été suspendue un moment, et la conclusion, c'est l'inverse. Pour ma part, lorsque je pratique ça, j'avais été invité par les parents de mon filleul dans un grand restaurant, et le chef de roi était venu nous voir et dit « Mesdames et messieurs, est-ce que c'était bon ?» Je dis « Non, c'était pas bon. » Et là, je vois la stupeur du personnage, et je complète en disant « C'était excellent. » Donc ça, c'est le sélatique. Ça donne une autre tension, mais ça ne s'exprime pas à travers les écrits. On est obligé de le transmettre d'une manière ou d'une autre, et on voit qu'on manipule en quelque sorte la situation d'une manière totalement naturelle, mais intransmissible autrement. Donc, je reviens au sujet, s'il vous plaît.
pour compléter cette méthode efficace, silencieuse et elliptique. Éloquence admirable qui, sans parler, nous enseigne toutes les sciences et qui, sans les charger de leurs épines et leur amertume, nous les familiarise par des allusions douces et subtiles dont l'esprit ne s'effarouche jamais et que la mémoire conserve aisément et avec plaisir. Les mots sont souvent mensongers, mais la chose... Mensongers. Les discours politiques. Donc les mots sont souvent mensongers, mais la chose, quand c'est elle-même qui parle, jamais. Sauf si, par extraordinaire, on ne l'a pas bien comprise. Les mots s'enfuient facilement, dans la mesure où ils sont moins soignés ou médités, et permettent moins de former en son esprit une image parfaite des choses.